Maintenant, pour finir, je vais revenir sur ce qui est sur l'image en disant que, ouais, le classement 2025, le Bénin, parmi les pays à risque pour investissement selon le Global Attractiveness Index. Simplement pour dire que si le Bénin est un pays à risque, c'est grâce, je mets grâce entre griffes, mais je sais que c'est, je ne veux pas dire à cause de, c'est grâce au meilleur ministre de l'économie d'Afrique. Moi, j'ai toujours vécu en Afrique, je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais connu un meilleur ministre, un super ministre. C'est la première fois que j'entends ça. Et on chante son nom partout, comme si celui qui était aujourd'hui à la tête de l'UEMOA, je ne connais pas son nom, mais j'ai comme l'impression que c'est son beau-frère ou son cousin. Parce que moi, je n'ai jamais entendu. Est-ce que quelqu'un connaît ici un super ministre d'un autre pays d'Afrique? Et pourtant, l'UEMOA est là bien avant ma naissance. On voit très bien que le président, l'actuel président de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, est dans la poche de Patrice Talon, ou c'est un cousin, justement, de Ouadani. Parce que nous ne comprenons pas comment on peut chanter autant les louanges de quelqu'un qui a multiplié notre dette par 9, ou par combien, je ne sais plus, ou qui carrément est en train de nous mener droit à la tutelle, en fait. J'ai peur que notre pays soit placé sous tutelle économique. Sincèrement, et ça là, c'est le meilleur, c'est le super président qui est en train de faire ça. Et il est très bon, voilà quoi, le résultat. Le Bénin n'est plus pays pauvre, c'est pays émergent. Voilà encore une autre phrase que des idiots nous sortent. Comme si pays émergent voulait dire pays riche ou quelque chose. Bref, sincèrement, ça fait peur, ça fait peur. Et j'avais déjà entendu BNP Paribas dans l'affaire du pétrole. Et voilà ce qui confirme, parce que là, pour ceux qui ne le savent pas, remonter un peu à la révolution de la Tunisie, vous allez vous rappeler que c'était avec BNP Paribas que la France a placé un premier ministre, justement, à la tête du pays, justement. Et ils ont multiplié les prêts, ils en ont pris tellement que le pays ne pouvait plus payer ses dettes. Ils ont été placés sous tutelle, les prix ont augmenté, c'est-à-dire ils ont triplé les prix des choses pour payer les dettes. Le pays, les populations n'en pouvaient plus. C'est comme ça qu'il y a eu une révolution. Les gens sont sortis et voilà, les banques ont commencé. C'est comme ça qu'il y a eu une révolution en Tunisie. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Merci bien, Africa. Ok, merci beaucoup, Georgia. Peut-être pour dire un petit mot là où tu as fini là, par rapport à l'endettement. En réalité, c'est l'une des raisons pour lesquels Patrice Talon ne va pas quitter le pouvoir. En tout cas, selon moi, il ne va pas quitter. Parce que s'il quitte le pouvoir, le prochain gouvernement va tomber en faillite les 6 premiers mois après l'investiture du prochain président, s'il n'est pas de leur camp. Parce que ce qui va se passer, on est actuellement dans une cavalerie financière, c'est-à-dire on prend de nouvelles dettes pour payer les anciennes dettes. Si le prochain gouvernement n'est pas de leur bord, et je suppose que les démocrates prennent le pouvoir et disent, nous, on ne veut pas s'endetter pour payer des dettes. Donc, cela veut que le Bénin tombe en faillite automatiquement parce que on n'a pas des ressources internes pour pouvoir payer autant de dettes que ce qu'ils ont contracté en 10 ans. Donc, on est dans une situation critique. Eux-mêmes, ils savent que si c'est pas eux, on ne peut pas entretenir le système qu'ils ont construit là. C'est un système qui est déjà en faillite. Mais ils maintiennent ce système en place en continuant à recycler l'argent sale, au fait, quoi. En continuant à recycler l'argent de l'endettement, malheureusement. Donc, pour moi, aujourd'hui, le Bénin est totalement en faillite. Le Bénin est en faillite aujourd'hui. Donc, si le pouvoir change de camp, je ne pense pas que le prochain gouvernement va tenir 3 mois le gouvernement va arrêter de payer automatiquement les salaires, à moins que ce gouvernement s'inscrit dans la même logique, c'est-à-dire emprunter pour payer les anciennes dettes. Mais c'est ce qu'ils ont laissé, en tout cas, ce qu'ils ont construit en 10 ans, et c'est ce qu'ils vont laisser éventuellement s'ils partaient. Ok. Je voudrais rebondir sur l'endettement là. Parce que votre conclusion m'a fait peur. Vous savez, je pense pas que je suis d'accord avec vous sur le niveau de l'endettement et la nature même de la dette. Ça, une chose est la quantité de la dette, une autre chose c'est sa qualité. La qualité se mesure dans la nature des ressources empruntées qui ont été empruntées sur le marché financier, c'est pas avec des institutionnels.
Et c'est des ressources courtes. C'est pourquoi ils sont obligés de faire ce revolving-là pour payer, pour emprunter, payer, faire un rebasage de la dette tout le temps. On sait comment on gère ça pour s'en sortir. Donc, le changement de gouvernement ne va pas amener le rythme de non-paiement des salaires. Si vous dites ça, les gens vont prendre peur. Non. À Cotonou, en 90, la situation était pire que ça. Un gouvernement est venu, il a pris, et il a pris en 2-3 mois, il a trouvé les moyens pour recréer l'économie et pour que l'économie commence par fonctionner normalement. Et ici, nous parlons de dettes insensées que nous n'avons jamais connues au Bénin. Et que si eux-mêmes sont conséquents envers eux-mêmes, ceux qui nous gouvernent sont conséquents envers eux-mêmes, ils ne vont même pas, ils ne devront même pas s'endetter de la sorte, parce que j'ai entendu Wilfried Léon Oubedi venir dire, entre-temps, lors d'un débat qu'il avait opposé à un avocat de Maître Abodjo, un avocat du parti LD, que les moins de 2000 milliards d'économies et de dettes que nous avions au Bénin avant l'arrivée des talons, qu'ils continuent de payer et qu'ils n'ont pas fini de payer. C'est dire que eux sont arrivés, ils ont emprunté, ils ont monté le niveau de dette jusqu'à 9 000 milliards sans jamais pouvoir payer 2 000 milliards de dettes qui existaient avant eux en 10 ans. C'est dire quoi? Qui viendra payer alors 9 000 milliards en 5 ans ou en 10 ans ou en 20 ans ou en 50 ans? S'ils sont incapables, malgré leur niveau d'endettement, malgré l'argent chaud qu'ils ont reçu, de nous éponger 2 000 milliards de dettes ou moins avant eux, qui viendra éponger 9 000 milliards après eux. C'est pour ça que je suis en train de dire, ça rejoint le choix politique de dire à nos amis les démocrates qui veulent fustiger ceux qui leur déconseillent les élections. Je vous ai dit, ce régime va tomber tout seul. Même si et le système talon restait au pouvoir, s'éternisait, la situation va pourrir toute seule. Et c'est ça qui va emporter le régime. Je vous ai dit ça. Et ça se sent aujourd'hui. J'ai entendu le ministre Ouaddaï soutenir dans une vidéo de à peu près 5 minutes, soutenir devant les créanciers. Et quand au moment où il voulait plaider pour s'endetter, je crois que c'est des eurobonds justement, il avait soutenu qu'il fallait améliorer l'administration fiscale, entre griffes, c'est-à-dire que je suis en train de le paraphraser. Donc il fallait améliorer notre administration pour plus de recettes fiscales. Ça veut dire quoi en réalité? Ouaddaï n'est pas allé vendre une quelconque production. Il n'a pas compté sur un niveau de production, une capacité du pays à produire de la richesse. Il a juste compté sur la poche des Béninois, c'est-à-dire quoi? Il va leur prendre plus d'impôts pour payer la dette. C'est ce qu'il a dit là-bas. On l'a soutenu, ils l'ont endetté proprement. Et maintenant qu'il a pris les dettes, il n'a pas cru devoir créer de la richesse, donc créer des emplois pour les Béninois. Les Béninois sur lesquels on veut compter sur lesquels on veut compter pour payer les dettes là. Donc les Béninois que l'on compte pressurer, on leur a enlevé leur emploi, on les envoie de plus en plus en chômage, on ne leur donne aucune chance de s'enrichir, c'est-à-dire que quand toutes les activités qui marchent dans le pays que les Béninois mènent, ils ont tout pris, ils ont tout ruiné. Donc en ruinant les Béninois, ils espèrent encore leur prendre encore plus d'argent pour aller payer des multiples dettes qu'ils ont. Et quand vous prenez le niveau de dette aujourd'hui, que vous divisez par la population béninoise, même les bébés y compris, peut-être ceux qui ne sont même pas sortis de leur ventre, c'est que, et de ventre de leur maman, je vais dire, c'est que nous sommes à peu près au moins à 50 000 francs par an de charges par tête, je dis y compris même les bébés. Alors qu'en réalité, on évalue la capacité de production d'un pays par rapport à sa population active. Maintenant, combien sont actifs au Bénin aujourd'hui? Combien d'activités pour pouvoir payer? Donc, quand vous prenez une famille qui a peut-être 5 enfants, un père qui lui-même n'a même pas encore trouvé d'emploi, qui a peut-être 5 enfants ou qui a perdu son emploi entre-temps, c'est que quand nous venons à cette exigence de 50 000 là, ce qu'il va payer pour lui,
50 000, pour sa femme 50 000, pour ses 50 enfants 50 000, il se retrouve avec potentiellement 350 000 francs de charge à pouvoir verser à l'État avant qu'on ne puisse faire face à cette dette-là, en termes de capital seulement. Alors, le pire, c'est que pendant que Romeo Wardani est en train de vouloir compter sur la collecte des impôts pour pouvoir payer les dettes aux créanciers, collecte des impôts au niveau des populations, non seulement il a appauvri les populations, c'est que les gens, eux-mêmes qui ont créé c'est-à-dire que eux-mêmes qui sont les gens, les bénéficiaires de cette dette-là, de ce système, ils ont créé des activités partout sur le territoire et que ces activités-là sont exonérées de taxes. Alors, donc ceux qui ont ramassé l'argent du pays, on les a exonérés de payer les dettes, les taxes pour pouvoir faire face aux dettes. Et c'est sur les pauvres populations à qui on a déjà levé les emplois, qu'on a déjà paupérisé, c'est sur cette pauvre population-là que la charge de dette là va peser. Comment on peut construire un pays comme ça si ce n'est pas qu'on est en train de ruiner, de tuer le pays, c'est-à-dire de tuer les habitants? Est-ce que c'est comme ça que les gens vont mourir? Ils vont mourir de malnutrition, ils vont mourir de maladies mal soignées, ils vont mourir de soucis, parce qu'il y en a même qui font AVC en désordre maintenant, à 40 ans, à 30 ans, les gens font AVC maintenant, et ils vont mourir de tout. Et en plus de cela, les poisons qui sont importés dans le pays et qu'on a encore détaxés. Donc, on a pris ces poisons-là, alors que ces poisons sont interdits ailleurs. Quelqu'un était venu soutenir que Talon a été assez honnête pour vouloir faire une transaction et changer la loi. Mais il a changé toutes les lois. Mais je me suis rappelé qu'il était allé et que les gens étaient allés, quand il était arrivé au pouvoir, des professeurs d'université, enfin des sages-sang, étaient allés le voir par rapport au produit glyphosate qu'il importe pour dire que c'est un produit dangereux. Est-ce que comme il est au pouvoir maintenant, est-ce qu'il ne faudra pas mener une autre politique pour pouvoir changer les choses? Il leur a posé une question. Ok, c'est dangereux, vous le dites si bien, mais est-ce que la loi l'a interdit? S'il est conséquent avec lui-même et qu'il est honnête, si la loi n'a pas interdit que lui, il importe ses poisons à lui pour venir tuer en masse les Béninois, pourquoi n'a-t-il pas changé cette loi-là? Pourquoi? Parce que cette loi ne l'arrange pas. Mais il a quand même changé la loi qui lutte contre la corruption pour rendre la corruption et le vol des deniers publics plus facile et protéger les gens. Donc c'est là le problème. C'est comme ça, il faut commencer par juger l'attitude de ces gens-là. C'est leur capacité de nuisance. Et donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est pour vous dire quoi? Que voilà la façon dont le pays est en train d'être enfoncé et que les investisseurs, ceux qui jadis donnaient de bonnes notes pour dire que tout allait bien au Bénin, le Bénin est bien gouverné, qui se retrouve aujourd'hui à nous dire que nous sommes devenus un pays à risque. Je l'avais déjà dit ici, j'avais sorti les trucs pour dire que nous n'étions plus vraiment viables dans nos propres livres ici. Dans nos propres livres, nous n'étions plus viables. Et donc, ça se confirme, ce n'est qu'une confirmation de la chose. Mais pendant que nous le disons, ceux qui nous ont pris pour des ennemis du Bénin et que nous ont pris pour des gens, des antipatriotiques, bien, je ne sais pas comment ils nous ont appelés. Je crois qu'ils trouveront les bonnes formules pour venir nous expliquer pourquoi nous sommes subitement devenus les meilleurs au monde, pour ne pas dire en Afrique, parce que j'ai entendu le ministre Wardani, au lieu de dire les choses comme ils sont là, il est allé même mentir dans sa langue maternelle aux populations de chez lui. Donc, nous sommes passés des meilleurs au monde et on est devenu aujourd'hui un pays subitement à risque. En combien de temps maintenant? Donc, que Talon s'en aille ou qu'il reste, ça ne change rien. Et même moi, je trouve que s'il continue, ce sera une façon pour lui de faire face aux propres dégâts qu'il a causés. Parce que celui qui viendra prendre ce pays-là aura du mal ce n'est même pas celui. Ceux qui vont, les présidents successifs qui vont venir après Talon, ils auront du mal à redresser le pays. Ils auront du mal à redresser le pays. Et quand M. Tameyon parlait tout à l'heure, faisait allusion au PRPB, c'est ce qui s'était passé sous Mathieu Kérékou, je vous ai dit, quand Soglo était arrivé au pouvoir, il a fallu quoi pour redresser l'économie? C'est juste que le FMI, la Banque mondiale et certains organismes qui voulaient que nous nous retrouvions dans ce système que j'appelle entre griffes de démocratie là, ont financé l'argent parce que nous étions le seul pays africain
pratiquement en tout cas dans notre Afrique, dans notre environnement sous-régional là, à avoir fait cet exploit-là. Et donc, ils nous ont donné beaucoup d'argent liquide. Et l'argent était venu sous forme de prime à la démocratie. Donc, en réalité, même Soglo-là n'a même pas fait quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on soit honnête pour reconnaître. C'est-à-dire, il y avait de l'argent facile qui était rentré au Bénin rapidement, qui a permis de décanter les situations et de nous placer dans une bonne situation économique parce que les primes à la démocratie, nous étions les seuls pays à avoir bénéficié. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont fait de l'effort de démocratie et ces primes-là se retrouvent subitement partagées. Sinon, sous Soglo ici, il y avait aussi des questions de mauvaise gouvernance. Et c'est ce qui a opposé le monsieur Monseigneur Isidore de Souza à Soglo, qui a fait qu'ils ne se sont pas entendus jusqu'à là, parce que Monseigneur de Souza avait dit au temps de Soglo qu'il était temps, avec l'argent qui est rentré au Bénin, que chaque Béninois ait un œuf dans son plat. Et Soglo n'a pas aimé qu'ils disent les choses comme ça. Vous voyez, le conte Virginie, où c'est seulement les initiés du cercle Soglo qui allaient chercher de l'argent qui pouvaient bénéficier de tout. Nous avons aussi connu ça, ça veut dire que le pays n'était pas pour autant bien gouverné. On avait seulement une chance. C'est que les dettes que Québécois avaient refusées au départ, ces dettes-là ont été autorisées. Des primes de démocratie sont rentrées et l'argent facile est rentré en très peu de temps. On a dit, bon, au lieu que nous comptons sur nos capacités intrinsèques, on a commencé par prendre de l'argent d'ailleurs. Et quand l'argent vient d'ailleurs et rentre facilement dans nos poches, on se sent très riche tout de suite. Donc voilà la question qu'il faut différencier avec le problème d'aujourd'hui. Et pire, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le prolongement de la gouvernance Soglo. Il ne faut pas oublier ça. Parce que les guéguerres qu'ils sont en train de nous présenter entre Soglo, Talon et par ailleurs, c'est des guéguerres de famille. C'est des guéguerres de famille. Et je vous ai dit, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le prolongement de la gouvernance Soglo. Soglo qui, voulant faire la même chose que Patrice Talon était en train de faire aujourd'hui, en voulant effacer voulant effacer toutes les traces de son prédécesseur, s'est retrouvé à remettre les usines que Kérékou a bâties avec les fonds des Béninois, avec l'effort des Béninois. Il a remis ça à Soglo et à Patrice Talon comme ça, en cadeau. Et Patrice Talon s'en prévaut aujourd'hui pour être le plus riche, pour maintenant, s'en est effectivement l'a utilisé pour corrompre le milieu politique béninois, corrompre le cadre, à commencer par les anciens ministres du développement rural, Maman Damou Ndiaye, qui n'a jamais cessé de défendre, qui n'avait jamais cessé de défendre Talon jusqu'à la fin de ses jours. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est ces gens-là qui ont fait le lit à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est Soglo qui est le géniteur de la situation actuelle du pays. Parce que c'est lui qui a fabriqué Talon, lui qui se disait Pépécha a fabriqué une souris qui le dépasse maintenant. Vous voyez? Et donc c'est la situation ça. Mais je voudrais rappeler ça à monsieur Taillon pour dire que c'est ça en réalité ce qu'il faut voir dans la gestion de le problème que nous avons aujourd'hui. Voilà. Donc nous sommes face à ce que Soglo avait commencé et avait peut-être mal fini parce qu'on ne lui avait pas permis de finir. Et bon, il se trouve que ce qu'il a fabriqué là, lui-même a fabriqué, est devenu plus puissant que lui et incontrôlable. Et donc, ça amène le pays à la dérive. Donc, quand vous voulez parler de la gestion Soglo, il faut vous rappeler du phénomène Talon. Talon est un produit de la gestion Soglo. Talon est un produit de la gestion Soglo. Je vous le réitère. Et donc, voilà ce que moi j'ai à dire rapidement parce que je suis sur d'autres fronts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous êtes venu aussi vers la fin du live. Mais on va permettre, comme vous avez dit à plusieurs reprises, le nom de Monsieur Tameyon. On va lui permettre de réagir s'il a des commentaires. Je ne l'ai pas évoqué en mal. C'est juste pour lui rappeler en fait certaines parties. Merci, c'est tout. Ok, donc il peut réagir quand même s'il le souhaite, oui. Oui, la première partie de l'analyse du monsieur, je suis totalement d'accord. Je ne sais pas qui c'est, mais je suis totalement d'accord avec lui, sauf sur sa conclusion. Je dis et je réitère, après Talon, le pays va revivre. Il n'y a aucun pessimisme à vouloir installer pour dire que ça va être difficile.
Un pays, c'est un pays, c'est une économie à réorganiser. Je pense que ce que le monsieur a dit dans sa conclusion, c'est ce que je vous ai dit de ne pas dire quand vous avez conclu que celui qui viendra le remplacer après 3 mois aura des difficultés. Un pays, il y a des mécanismes de gouvernance. De telle façon que même si un franc ne vient de dehors, il y a des mécanismes. C'est-à-dire que quand on vote le budget de l'État, même si le gouvernement est là en permanence, quand on vote le budget de l'État, le budget commence le 1er janvier. Le 1er janvier, il n'y a pas de recettes. Comment on fonctionne? Il y a des mécanismes qui permettent de fonctionner avant que les recettes budgétaires ne commencent pas à rentrer, même les dettes qu'on doit aller chercher. C'est au cours de l'année que tout ça vient. Donc, il n'y a aucun péril en la demeure. Je suis totalement d'accord avec lui quand il dit que le système Talon allait chuter de lui-même. Moi, j'ai pensé que le système qu'il mettait en place ne ferait pas 3 ans. Le système contient en lui-même ces éléments de pourrissement. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Mais réduire, je ne veux pas qu'on mène le débat ici, c'est pas l'objet de votre panel, réduire le rétablissement des équilibres après 89-90 aux primes de la démocratie, je crois que c'est trop réducteur. Les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Je sais de quoi je parle. Je suis ministre des Finances du Bénin. Je sais de quoi je parle. Deuxième chose, il dit que Soglo a créé Patrice. Il a à la fois raison et tort. Le ministre, je vais l'appeler le ministre, mais vous le connaissez davantage sous le nom d'inspecteur d'État, expert comptable Koussé Alilou, m'a dit que lui, il a certifié les comptes les premiers comptes de Talon en 94, 95, qu'il a certifié. Le total du bilan était de 30 millions. Soglo partait déjà. Il n'y a eu aucune usine qui a été prise à l'État pour être donnée à Patrice sous Soglo. C'est faux. Il y a eu 2 usines financées qui sont les propriétés de Talon, mais financées par la Sonapra sur prêt qu'il a payé. C'est cette facilité-là qui lui a été faite parce que la surproduction du coton a obligé l'État à rechercher un surplus de capacité de dégrainage. On a conçu des usines rapidement, mais on ne voulait plus que le secteur public en ait. C'est ce qui s'est passé. C'est bien après, mais les usines de la Sonapra, les 18 usines de la Sonapra, c'est sous le premier gouvernement de Yahi, le premier mandat de Yahi, que ça a été donné à Talon. Dans un contrat, le président Yahi s'est fâché quand il a su ça. Les 18 usines, la Sodeco est de quelle date de création? C'est à la création de la Sodeco que les usines de la Sonapra ont été passées à Talon. C'est pas l'objet du débat. Ce que je voudrais simplement que vous compreniez, c'est là où je voudrais surtout insister sur le fait que ne mettez pas dans la tête des gens que si Talon partait, la situation sera difficile. Non, c'est pas évident. Elle sera réorganisée. Il y a des recettes dans le pays, il y a des ressources dans le pays. Le pays ne vit pas que d'endettement. Il y a un budget, et dans le budget de l'État qui sera voté cette année, le budget sera en cours quand les élections auront lieu. Et il sera en cours d'exécution. Et quand le nouveau gouvernement viendra, il va faire un collectif budgétaire pour refaire les choses, pour pouvoir avancer. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y aura problème de paiement de salaire, il y aura problème de paiement de ceci, il n'y aura aucune difficulté. Ça ne sera pas simple pour l'équipe, parce que c'est une équipe, il faut qu'ils aient des gens bien qui puissent remettre le pays en route. Et il y a plein de gens capables dans le pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ah oui, oui, allez-y, monsieur Kiali. Oui, monsieur Taillon, rassurez-vous, j'ai peut-être... Monsieur Kialine, c'est monsieur Tameyon, pas Taillon. Ah oui, monsieur Tameyon, ok, monsieur Tameyon. Oui. Rassurez-vous, j'ai peut-être dit les choses, comment on dit, j'ai peut-être résumé les choses à la va-vite parce que je suis allé d'une cause à son effet quand je parlais des usines.
Ce que je voulais en l'occurrence dire, c'est quoi? C'est que Patrice Talon est rentré dans le jeu et a retrouvé sa puissance sous Soglo. Vous ne pouvez pas me dire que c'était pas possible. Qui avait pris un décret pour lui donner pratiquement, je vais dire, le monopole du secteur du coton. Donc c'était ça. Ces affaires avec l'État se sont identifiées là-bas. Patrice n'a jamais commencé par le monopole. Hein. Il est venu progressivement. Hein. Oui, Patrice a commencé par 2 usines d'égrenage, pas plus. Hein. Oui, mais puisque vous avez parlé, nous parlons de 2 usines. Les 2 usines ont été facilitées. Oui, ça je l'ai dit. Je vous donne. Alors, on a pris l'argent de l'État pour permettre de l'État. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est pas l'objet du débat. Si je vous connaissais, oui, on allait s'appeler en privé et en parler. Oui. Je vais vous donner tous les éléments. Je sais ce qui s'est passé, je sais comment ça s'est passé. J'étais à Ouagadougou, moi, j'étais pas à Cotonou. J'étais en poste à Ouagadougou. Le ministre Ndia, il est venu me voir à Ouagadougou, moi. On a négocié les usines du Burkina pour égrener des cotons du Cotonou. Les usines ont refusé. C'est suite à ça qu'ils ont été obligés de créer des usines. Oui. Les usines ont refusé parce que c'est là où il a fallu qu'on prenne l'argent de l'État. Il a fallu qu'on prenne l'argent de l'État, d'une structure de l'État pour financer un privé pour venir ensuite rivaliser l'État. Non, on n'a pas pris l'argent de l'État. On n'a pas pris l'argent de l'État. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. L'argent qui a financé les 2 usines était venu. C'est pas l'argent de l'État. Laissez, je vais vous le dire. Il a pris une dette qui a été garantie par la Sonapra. C'est pas l'argent de la Sonapra. Il s'est endetté, mais la Sonapra a dit, comme c'est des usines d'engrais, qu'il fait, c'est lui qui commercialise le coton, qu'il garantit que les usines vont fonctionner. Et il a une chance inouïe, c'est-à-dire que c'est pas l'objet. Si vous faites un panel sur l'objet, on va en parler. On sait ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé après est 4 fois plus grave. Pourquoi il a dissous la Sonapra? On va en parler. Pourquoi il a dissous la Sonapra? C'est parce qu'il a un endettement vis-à-vis de la Sonapra et si la Sonapra vivait, on comprendrait. Pourquoi il a dissous toutes les usines de toutes les sociétés du secteur de l'agriculture? Posez-vous la question. Mais ça, nous l'avons déjà dit ici, que si il s'en est pris à certaines structures, c'est parce qu'il a des dossiers. Mais de voilà. Ces structures-là, il veut plus que ces structures survivent. On l'a déjà répété ici plusieurs fois. Mais sur la gouvernance, c'est pas l'objet actuel, c'est pas Soglo. Moi, je ne défends même pas la gouvernance Soglo. J'étais pas au pays, hein. Moi, quand Soglo était président, j'étais en fonction à Ouagadougou. J'étais pas au pays. Monsieur Taillon, la logique est simple. Si vous remettez la hache à quelqu'un qui rentre dans votre forêt et commence par découper tous les arbres, ne dites pas que vous ne l'avez pas envoyé couper les arbres, que vous lui avez seulement remis de la hache. Je vous ai dit, nous sommes sur un panel. Moi, je ne suis pas là pour défendre le président Nicéphore Soglo. Moi, je respecte tous ceux qui ont gouverné le pays. Tout à l'heure, j'ai demandé de ménager, comment il s'appelle, le président Yahi. Donc, le président Soglo, je ne suis pas là pour le défendre. Mais je vous dis, si vous voulez, on s'appelle en privé, je vous ai fourni des éléments objectifs. Hein. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Jamais. Tout le monde le connaît. Hein. Ouais, merci bien. Ok, en fait, c'est pas l'objet du débat, mais c'est une question qui m'intéresse parce que je suis du domaine. Je vais peut-être vous appeler et puis on va en parler en privé. Voilà. Ouais, c'est une question qui m'intéresse, c'est mon domaine aussi. Donc, c'est une question, je cherche assez d'informations par rapport à tout ça. Non, ça c'est normal. Pourquoi en privé? Nous, on n'a pas droit à l'information. Non, c'est pas l'objet du débat. Non, monsieur Kialine, tu sais, vous savez que si j'ai l'information, ça peut me permettre d'organiser un panel autour de la question. Pas ce débat. Parce que nous avons des informations à notre niveau. Nous avons vécu aussi des choses en direct. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, en tout cas moi personnellement, c'est de sortir mon pays dans ce qu'il est là. Parce que moi, j'ai perdu du temps, j'ai failli ma vie pour que la démocratie naisse. Et ça me fait mal que le pays traverse ce qu'il traverse là aujourd'hui. Ça me fait très mal. Très, très mal. Travaillons pour que notre pays retrouve ses lettres de noblesse. Moi, c'est tout mon problème. J'ai pas envie d'être député. C'est pas ça ma bagarre. Je m'en fous.
Mais je ne peux pas, je peux pas parler dans mon pays. Je ne peux pas dire ce que je pense dans mon pays. C'est inadmissible. Je ne peux pas accepter ça. Ok.